Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Je vais vous parler de ça. Oui, parce que ben, c'est ma première Stern ever. Première Mandalorian ever de Stern de Go. J'en perds mon Klingon. Et là, ce que je voulais faire avant de parler, parce que bon, ok, je sais que tout ce que vous voulez que je vous parle, je sais, c'est le fameux bar, mais il reste des choses à régler qui me... comme ça, solide. Entre autres, je pense que vous avez vu dans la vidéo, il y a un gros trou. Ouais. Ben, ça fait au-dessus d'un mois et demi que ce trou-là est supposé être bouché et ça nous retarde énormément. Et c'est vraiment pas le fun en ce moment. Fait qu'on essaie de focusser sur les choses sur lesquelles on a du contrôle et éventuellement, je vous ferai une vidéo hyper ultra détaillée. En fait, j'ai déjà commencé à filmer des capsules là-dessus. Depuis le jour 1 que j'ai commencé à filmer des capsules. Je n'ai juste pas ça en ligne. Et puis, mais les dernières semaines, c'est juste la rencontre de représentants, beaucoup de décisions, beaucoup de magasinage, de ci, de ça. En tout cas, je reviendrai avec les détails plus tard. J'avais vraiment envie de parler de c'est quoi Stern en 2021. Et vous aurez compris que dans ma chaîne depuis longtemps, ce que je couvre essentiellement, ça va être ce que je travaille beaucoup, c'est les Gottlieb Système 1, Système 80, beaucoup de vieilles Bali, beaucoup de Système 11. Mais voyez-vous, j'ai sensiblement jamais fait de WPC ou de Gottlieb DMD. J'ai vraiment eu que très peu de DMD. J'en ai déjà fait le pire. Ah non, mais c'est vrai, je dis ça. Il y a eu les Terminator 2, Getaway et nanani nanana. Non, mais en tout cas, mais il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Alors, je voulais montrer c'était quoi, selon moi, l'évolution de la machine à boules depuis les années 90, parce que on se le cache. Ah, ben regardez ici, là, j'ai Laila là, qui se promène. C'est la chienne de mon associé que je garde en ce moment. Allô, dis coucou. Dis coucou. Ouais, oui, belle timide. Donc, bien belle. Bon, ça fait que je vais essayer de couvrir le plus exhaustivement possible toutes les observations que j'ai faites dans les décisions que Stern prennent dans la manufacture de leur nouvelle machine, parce que il y a beaucoup de soucis du détail, il y a beaucoup de genre où est-ce qu'on peut couper pour que ça coûte le moins cher possible, et ils font preuve de beaucoup d'imaginativité, et je peux comprendre les décisions qu'ils prennent. Mais bon, premièrement, Mandalorian, c'est une série que j'ai dévorée, adorée, que j'ai écoutée avec mon fils et qu'on a tellement aimé. Je suis un fan de Star Wars et on vient de se retaper toutes les Star Wars d'ailleurs depuis récemment. Et bref, le thème me séduit beaucoup. Et mon associé aussi, c'est une fan finie du Mandalorian et surtout de Baby Yoda, Grogu, qu'on a compté, qui se retrouve au-dessus d'une douzaine de fois. Moi qui trouvais que le Crypt Keeper apparaissait beaucoup dans Tales from the Crypt, ça n'a rien à voir avec la Mandalorian. Je pense que la Mandalorian, c'est sûrement une des machines où un des personnages principaux se retrouve le plus grand nombre. Et bien sûr, il s'y retrouve en termes de figurines non articulées. Quand ils ont annoncé la Mandalorian et que j'ai vu la photo, je me disais, et surtout que c'est une game de Brian Eddy qui a fait Monster Bash, Attack from Mars. C'est un gars qui adore les Bash Toys, qui aime les trucs animés. Mais là, j'étais convaincu à 100% qu'il allait au moins avoir un bras qui allait bouger de Mandalorian et de Grogu. Pas du tout. C'est un toutou. C'est une poppette dans le playfield. C'est assez audacieux de faire de quoi qui comme attire autant l'attention et qui n'a absolument aucune utilité. Mais le jour que cette machine-là est arrivée sur le plancher et que j'ai soulevé la tête et que mon fils a vu le playfield et qu'il a vu bébé Grogu, Liam a solidement capoté et il a fait « Papa! Wouah! » Puis là, il se promenait tout autour de la machine, il s'est mis à jouer, il a dit « Papa, c'est la meilleure machine au monde. » Alors j'ai fait « OK, ça marche. » Des fois, nous, en tant qu'adultes, qui en a vu d'autres, on a perdu notre cœur d'enfant, on a perdu de la magie, on est devenus des créatures acerbes, remplies de haine et qui ont des appréhensions devant toute décision que va prendre Stern. Mais ça marche devant le public. Alors, moi qui trouvais vraiment pas ça satisfaisant de l'avoir, ben finalement, ça marche quand même. Mais il existe un mode qui coûte quand même assez cher, qu'on peut avoir un Grogu articulé qui bouge, connecté sur un fil. Est-ce qu'on risque de faire la modification? Même si je voudrais pas le faire, j'ai pas le choix. Mon associé a décidé que le mode allait se faire et le mode va se faire. Mais bon, avant de trop m'éparpiller, je trouve la machine vraiment formidablement belle. C'est le modèle Pro et elle est
Vraiment magnifique. J'adore le style de dessin. C'est vraiment une super belle adaptation cartoony de personnages live action. Alors, on se rappellera que Data East, entre autres, avait un artiste que je n'aime pas du tout, Anderson, qui faisait vraiment des très mauvaises adaptations. On va les voir. Regarde, on va aller se promener là. Parce que, tu sais, je l'ai toujours dit, la Tales of the Crypt, je l'aime, mais je la trouve laide. C'est une des plus laides machines, selon moi. Tu sais, si on regarde ce genre de personnage-là ici, ou ça, ou, tu sais, le Crypt Keeper qui est... c'est vraiment un très, très, très mauvais encreur. C'est insupportable de voir... en tout cas, ça passe un peu mieux avec le fait de Terme Horreur, là, mais il y a tellement peu de détails intéressants là, dans ce playfield-là. Là. Tu sais, j'en ai fait des dessins de monstres puis d'horreur, puis regarde, une des seules choses que j'apprécie, là, je pense, cette main-là. La main, là, est nice. Puis, peut-être le vautour. Mais, si, ouais. Tu sais, ça, c'est supposé être Dan Aykroyd. Ça, c'est supposé être Whoopi Goldberg. En tout cas. Dans La Mandalorian, ils ont vraiment fait affaire avec un excellent artiste qui sait faire exactement le bon mix and match de genre. Le personnage est réaliste, mais on le reconnaît bien, mais il est aussi cartoony. Et Carl Weathers est super bien représenté, donc je la trouve magnifique. Après ça, autre détail que je trouve vraiment cool d'avoir, c'est que la machine venait avec des Mirror Blade et le Shaker Motor, qui ne sont pas disponibles dans la version Pro, mais la personne qui nous vendit la machine les avait installés. Alors, on est très content d'avoir les Mirror Blade. Je trouve que le Mirror Blade, en fait, unpopular opinion, I don't know, mais tu sais... Ça, c'est mon cul qui fait ce genre de call audio-là. J'ai accroché le bouton. Il y a eu beaucoup de white body pour faire un effet wow sur les planchers d'arcade dès la fin des années 70. Genre Atari, il a fait que des white body. Alors, ça fait des games qui sont impressionnantes, qui prennent beaucoup de place, qui visuellement prennent beaucoup de champ de vision, mais que quand vient le temps d'avoir du gameplay, c'est assez vaporeux. Et ma préférée d'entre tous, parce que je suis particulièrement difficile, c'est Judge Dredd. Et juste en dessous, je mettrais peut-être la Indiana Jones. Mais je préfère la Judge Dredd parce que c'est une machine qui a beaucoup d'humour. Et bref, mais sinon, en termes de machines excitantes en white body, j'ai pas mal juste ces deux-là. Mais ce que j'aime avec les Mirror Blade, ça donne l'effet d'être devant une white body tout en ayant la nervosité et la rapidité d'une game standard. C'est pour ça que je suis pas nécessairement fan de Side Blades. Si j'ai le choix entre les deux, je préfère le Mirror Blade. Donc, après ça, allons-y vraiment du côté mécanique, manufacture, décisions qui ont été prises. Maintenant, toutes les Stern ont un bouton central. C'est correct. C'est pas la feature qui est la plus géniale. C'est très rarement bien communiqué, la fonction de ce bouton-là. Dans ce cas-ci, dans la game qu'on prend le temps d'apprendre comme il faut les règlements, il y a une belle utilité, il sert bien, mais ça reste un peu gadget. Ça serait pas là, ça me dérangerait pas du tout. Après ça, l'autre choix que font justement Stern, écoute, juste le choix que quand on ouvre la porte, ça dit 48 volts disable. Certaines Sega le faisaient dans les années 90, mais le nombre de fois que j'ai fait, voyons comment ça se fait que les flippers ne marchent pas, puis nanana, on démarre la game, et que j'oubliais que c'est juste que le voltage est disable, et eux, ils font en sorte que le message est permanent et très explicite sur le fait que l'électricité est disable. Je me suis même permis d'enlever une patte parce que l'autre sujet que je vais aborder, c'est les pattes et c'est le fini, en fin de compte, métal aussi, qui est utilisé sur toutes les Stern maintenant, qui est un bon fini quand même. Comment décrire cette espèce de fini qui n'est pas hammer, qui est texturé, qui n'est pas powder coat non plus, que je trouve vraiment agréable, beaucoup plus que le powder coat, que je n'aime pas du tout. Et bref, mon préféré, c'est évidemment tout ce qui est métal. Vous le savez, j'aime quand tout est brossé et fini le plus miroir possible. Je comprends qu'ils ne vont pas dans cette direction-là parce que, veux pas, ce revêtement durable-là fait en sorte que ça sauve le coup d'œil pour tout ce qui est égratignure et scratch. Ça assure que la machine va être belle beaucoup plus longtemps parce que, sans blague, le stainless, ça peut graffiner à rien. Alors que là, on a vraiment un beau fini. Et je voulais enlever la patte pour montrer comment je trouve que
Stern ont fait une belle attention. Attends, je voulais même montrer. C'est niaiseux, mais ils prennent maintenant le temps de mettre des washers. C'est tellement anodin, vous allez dire, mais c'est la première fois que j'ai une machine qui vient avec des washers et c'est tellement une bonne idée parce que ça fait en sorte que ça protège davantage la pâte, ça applique encore une meilleure pression, ça fait en sorte que quand on utilise un outil, on ne scrape pas l'eau autour de la pâte. Alors, petit détail qui fait une belle différence. Et les leg protectors qui ne sont pas en métal, mais qui sont en plastique, mais qui sont suffisants pour éviter que les rebords de la pâte viennent complètement défoncer l'intérieur du cabinet comme on voit depuis toujours. Finalement, écoutez, ça fait des décennies que les machines ont des gros ravages sur le coin des cabinets dû à l'installation des pâtes. Et puis juste ce petit ajout-là qui doit vraiment pas coûter cher parce que bon, c'est la version plastique, c'est pas la version métal, fait en sorte que ça protège le cabinet de la pâte. L'autre détail que je trouve très important et très intéressant, c'est que maintenant, le visuel ne se rend plus jusqu'au bord comme c'était le cas dans les années 90 avec les stickers qui se rendaient jusque sur la tranche, qui faisaient en sorte que le moindre petit accroc, ça déchirait, ça accrochait partout. Et ils font même le contour d'où est-ce que la pâte accote. Et ça, c'est aussi un beau détail parce que ça fait en sorte que ça fait que le sticker va rester beaucoup plus beau, beaucoup plus longtemps. Parce que la majorité du temps, quand la pâte était à côté ici, ça faisait plein de plis dans le sticker et ça faisait des déchirures, des défauts. Bref, vraiment, je suis super content de voir que tout ce qui est pâte et sticker a vraiment eu une belle amélioration. Il y a une belle réflexion derrière tout ça de la part de Stern. Autre détail, le plunger qui lui aussi a eu la découpe de stickers tout autour et le fait qu'il y a un bon vieux plunger parce que, encore une fois, je suis très conservateur dans mon amour des machines à boules, mais je n'aime pas les games qui ont simplement un bouton pour lancer, comme par exemple justement beaucoup de dataïstes ont soit un launcher, un gun, une manette, une nanana. Je suis un gars qui trouve que le plunger fait partie intégrante de l'expérience pinball. Et dans cette game, Brian Eddy a su en tirer avantage parce qu'il y a un beau petit skill shot à aller chercher pour faire tomber la bille directement dans le upper playfield. On en reparle plus tard. Ouvrons-la vite maintenant. Pour être capable d'accéder au playfield maintenant, sur les Stern, quand je dis maintenant, ça fait déjà plusieurs années, là, vous comprendrez, c'est ma première. Alors, maintenant, c'est des loquets qui sont identiques à ceux qu'on retrouve dans les panneaux de contrôle des arcades depuis le début des années 80. Alors, il y a eu un moment donné, dans les années 2000, où Stern a décidé de faire des économies sur le fameux système de lock mechanism avec la fameuse poignée qu'on retrouvait depuis, franchement, peut-être les années 60, parce que dans les années peut-être plus 70, dans les années 60, comme par exemple la Slick Chick, c'était une grosse barre de métal dans le fond qu'il fallait tirer vers soi pour décrocher le loquet de verrouillage du playfield. Et maintenant, en fait, non, il y avait déjà le truc de décrochage pour le lockdown bar par le côté ici dans les années 60, mais en plus, pour lever le playfield, il y avait une grosse barre de métal qu'il fallait soulever. Alors, ils sont toujours en mode de dire comment qu'on peut faire en sorte que pour soulever le playfield, c'est toujours de plus en plus facile et le moins coûteux possible. Le fait de mettre maintenant des petits locks du genre pour verrouiller la lockdown bar, ça a au moins l'avantage qu'il n'y a plus le problème où ce que la poignée qui pouvait être retirée pouvait être dans le trajet de la coin door et qui pouvait, un nombre de fois incalculable, se frapper dedans au point que ça pouvait briser le système. Et vous vous en rappellerez, mon frère et moi, on a eu tellement de misère, entre autres, sur la Junkyard l'été passé, à juste remettre le mécanisme en place parce que justement, c'est ce qui a dû se passer. Trop de fois, la coin door a dû frapper la poignée. Alors, sinon, observation que je fais déjà d'emblée aussi, c'est que le panneau ici ne descend plus jusqu'en bas. Avant, il y avait vraiment un gros panneau comment dire, c'était une grosse moulure de métal. En fait, avant, entre autres, c'était essentiellement toujours en métal, sauf Data East. Et c'est sûr que vu que Stern, c'est la succession de Data East, les aprons sont en plastique et ne ressentent plus le besoin de le faire descendre jusqu'en bas. Et la manière de le verrouiller, c'est à travers les vis qui sont ici. Alors, Data East, c'était simplement une vis plate. Maintenant, c'est des lock nuts du genre. Et là, ce que je me demande aussi, c'est le nouveau système de Stern de connexion avec code QR qui se passe juste ici
Alors, je crois que la zone ici peut s'enlever pour éventuellement installer le nouveau module de scan pour toutes les nouvelles features de pinball connecté. Alors, on peut voir ici, là, il y a comme un petit trou, là. Bon, ben ça, c'est par là qu'est supposé venir s'adapter le nouveau code QR scannable et qui fait la connexion Internet et tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on va éventuellement mettre sur la machine? J'ai envie de dire oui. On va être un bar qui, dans les circonstances qu'on est un bar, on peut être genre certifié Stern. Alors, ça fait en sorte que si vous faites des high scores, ça va être des high scores vérifiés parce que ça va se dérouler dans un environnement contrôlé d'opération. Alors, je crois que ça pourrait être un beau petit plus à rajouter dans la Mandalorian. Ça coûte quand même une couple de centaines, c'est pas 300 quelques dollars. On va mettre le bébé Yoda avant, le pire. Je pense que si je demande à mon associé, elle va vouloir le bébé Yoda avant ça. Ça n'est pas grave. Alors, sinon, le apron, ben écoutez, oh mon Dieu, que le sticker se retire. Mon Dieu, j'ai facilement juste eu à souffler dessus pour qu'il se renlève. Alors, je pense que côté colle ou côté application, au moment de le mettre, hey, ça colle même plus, même si je le mets en place. Ah bon, ok. Alors, on va simplement laisser la gravité aller dans ce cas-ci. Autre détail que je suis super, ultra content de voir, c'est l'ajout, le retour des barres. Parce que dans les modèles Pro, pendant un bon bout de temps, Stern ne mettait maintenant plus que des posts de métal. Quand il voulait tellement économiser que il n'y avait plus ce système de rampe-là. Et on le trouvait, je pense, juste dans les premium ou les limited. Et là, c'est le retour dans les pros où comment dire? Ah, Jenny Pro? C'est qui ça, Jenny Pro? Jenny est une professionnelle. Et puis, je trouve ça, en tout cas, vraiment cool de les avoir. Parce que je sais qu'on pouvait les acheter par la suite pour les mettre dans la Pro. Alors, confirmez-moi dans les commentaires si je me trompe, si maintenant ils sont rendus de nouveau standards dans les pros, mais je trouve ça vraiment nice parce que je suis du genre à jouer sous mon playfield souvent. Quoique, depuis que j'ai la machine, c'est la première fois que je regarde à l'intérieur et que c'est le fun d'avoir un fond de cabinet aussi propre. C'est vraiment, vraiment rare que je tombe là-dessus parce que je suis plus habitué à vouloir faire du nœud avec du vieux. Et bon, ben écoutez, c'est ma première inspection. Alors, on voit le shaker motor ici, à la droite. Et j'aime beaucoup qu'il y ait des braquettes de métal doublées comme ça parce que pendant longtemps, c'était simple. Il n'y avait pas les flaps de chaque côté qui allaient de chaque côté du cabinet. Alors, le fait de mettre ça, c'est un super bel upgrade parce que ça fait en sorte que le cabinet est beaucoup plus rigide. Il y a beaucoup moins de chances qu'il vienne à tout écréancher pendant du transport. Alors, ouais, franchement, ils me surprennent, Stern. Ils font des... Je dis pas qu'ils en beurre épais, mais ils mettent de l'attention à des endroits que je trouve qui en valent la peine en ce moment. Et l'installation des Mirror Blades semble avoir été bien faite aussi. Je trouve ça super cool. Et il y a le petit sachet. Hein? Il y a le sac avec les goodies. Ben, est-ce que je suis trompe-la-mort et je décide de l'arracher? Allez, oui, on le fouille, on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, voyons voir ce que nous réserve le fameux goodie bag de la Mandalorian. Sûrement rien de beaucoup plus surprenant que ce que j'ai pu trouver dans celui de la Jurassic Park Premium à marque. Mais c'est toujours le fun d'avoir un petit peu de petits suppléments. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Laila? Toi aussi, ça t'intrigue? Voyons voir. Alors, les usual suspects. C'est le sticker qui veut de Drop Target qui veut coller sur l'emballage de plastique. Tout faire ça à une main, on va le remettre là. Fait que franchement, il y en a beaucoup. Et c'est nice. Il y en a une pour chaque stand-up target. Pas beaucoup de drop target dans ce game-là. Hein? Quand je dis pas beaucoup, c'est aucune. Et le revêtement est vraiment de très bonne qualité. C'est pas comme les anciennes Williams et tout. Alors, déjà là, il va falloir que la game soit en opération quand même assez longtemps pour user ceux d'origine, mais toujours content d'en avoir de spare. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens. OK, on a des key fobs, des petits porte-clés tout rouillés, des petits porte-clés tout rouillés gaiement. Est-ce que je vais un jour ne pas faire cette blague? Je ne crois pas. Alors, il y en a quand même pas mal. Alors, on a quand même... le Big One du Mandalorian.
le Node Board et ID Instruction Set qui, bon, alors les Node Board, les fameux Node Board qui font en sorte que maintenant, dans une Stern, tu as uniquement un PCB, un seul PCB dans le backbox, on y reviendra plus tard, qui lui est connecté à des fameux Node Board. Et il se situe un peu partout sous la machine. Et c'est en fin de compte le reference chart de ceux-ci, avec le location, et puis l'ID, des IP adresses. Pour être franc, j'ai pas encore eu à réparer des Stern chez du monde qui avait ce type de techno-là. Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est nécessaire? Je suis curieux. J'espère ne pas avoir à le faire sur le Mando. Hein? C'est une bonne chose. Mais je connais des amis qui ont déjà eu bien de la misère avec les Node Board. Puis ils ne sont pas nécessairement donnés quand il faut les changer. Hein? Elle vaut du monde dehors. Là, fait que ça la fait grogner. Anyway, on y reviendra plus tard quand on sera en dessous du playfield. J'aime beaucoup les petits porte-clés. Et bon, je vais amener le Grogu à Jen parce que ça va y faire bien plaisir. Et on a le super manuel qui, franchement, est très détaillé. Mais il a perdu un petit peu de son... mon Dieu. Il faudrait que je le sorte, je l'ai à quelque part. J'ai le manuel de Lord of the Rings de Stern. C'est un super ultra beau document relié qui n'est pas juste un paquet de feuilles imprimées à va-vite broché à deux places. C'est quand même assez succinct et je dirais même très cheap comme manuel. C'est vraiment juste un paquet de feuilles imprimées qui, d'après moi, tu peux retrouver le PDF et reproduire exactement la même expérience à la maison. Mais bon, voilà, il y a des endroits où qui tournent les coins ronds et d'autres que non. Anyway, ça fait le tour pas mal de tout ce qu'il trouve dans le sac. Il pourrait ne rien mettre, mais ce que je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas les plastiques de Slingshot, ce qui était, selon moi, avant, très coutume, très normal de mettre les fameux plastiques de Slingshot parce que c'est ceux qui pètent tout le temps. Et là, ils sont absents. On est quelques semaines après la dernière intervention avec le sac de goodies. On revient sur le playfield parce qu'il y a quelque chose que je veux vraiment adresser qui me fait vraiment triper avec le nouveau playfield des Stern. C'est le fait que, rendu à disposer d'une certaine position, il tient tout seul. Plus aucun besoin de baguette. Je trouve ça tellement cool comment ils ont bien fait leur boulot. Ça a l'air con, mais juste une petite gaine de caoutchouc en plus ici, ça fait que la prise en main est super. Alors, faire la maintenance est vraiment super. Je tiens à mentionner que les Mirror Blades ont été installés de chaque côté et il y a vraiment un beau dégagement malgré tout, ce qui fait qu'ils ne sont pas égratignés et raflés par le montage et démontage du playfield. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. L'affaire que je viens de réaliser, c'est que l'ancien propriétaire a mis une quantité phénoménale de filage pour peut-être plugger un plus gros subwoofer. Je vais me faire un turbo plaisir d'enlever ce filage rabiboché complètement inutile. Et sinon, je trouve ça tellement extraordinaire de voir comment il y a tellement plus beaucoup de fils. Avant, c'était l'enfer si on compare avec la Tales of the Crypt. Les anciennes Data East, c'était vraiment 3-4 grosses couettes de fil. Bon, j'exagère, peut-être 2. Mais franchement, ils ont fait leur devoir. Le ménage est vraiment très cool. Et là, je suis rendu à faire une des étapes qui est, selon moi, primordiale dans les Stern. Pour être sur ma première Stern, je me rends compte comment il y a des super beaux trucs qui, avant, OK, il y avait juste les petits poteaux. Il y a des affaires qui sont allées un peu plus loin, mais il y a des affaires que c'est complètement inacceptable de ne pas s'être rendu au niveau de mettre un meilleur ventilateur pour le power supply. Je vous explique. Première des choses que je trouve vraiment très cool dans les innovations des nouvelles Stern, c'est que maintenant la clé se situe juste au-dessus de l'écran. Alors on est capable d'ouvrir et d'avoir accès au panel sans même avoir à retirer le backglass. Et il y a maintenant des petites cordelettes pour maintenir l'afficheur, ce qui aurait dû être là depuis tellement longtemps. Et bref, c'est vraiment très propre, c'est très clean. Il y a une super belle map qui explique tout. Alors là, j'enlève quand même le backglass pour vous montrer l'intégralité. Avec le backglass retiré, on a maintenant une vue sur le seul et unique PCB dans la tête qui gère sensiblement tout, alors avec son schéma de connexion. Et on voit que l'éclairage est à même le PCB.
c'est fantastique, c'est vraiment une excellente optimisation. Et puis tout ça fonctionne maintenant avec des RJ45 et des noteboards. Mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est le power supply ici. Et pendant que je vous parle, le fan vient de démarrer il y a ça à peu près 1 minute ou 2. Mais je suis convaincu que pendant que je suis en train de parler, il va redéclencher. Parce qu'à partir du moment que le ventilo se déclenche, c'est pratiquement aux 3 ou 4 minutes et ça dure presque 30-45 secondes et ça fait un vacarme incroyable. Et lorsqu'on est dans une atmosphère, surtout de maison, de cuisine, ce que je suis en ce moment, c'est vraiment insupportable parce que je suis du genre à laisser la machine quand même ouverte, quand même assez longtemps. Puis il y a des soirées que j'ai juste envie de la fermer constamment parce que c'est vraiment trop agressant. Alors, ça, c'est le nouveau petit ventilo qui va venir ici s'installer. Il faut lousser un peu les petites vis ici, enlever ceux qui sont là pour enlever le couvercle. Il faut prendre le power supply, le déconnecter, le retirer, ouvrir le caisson. Le filage du ventilo original est dans une petite motte de colle. Il faut fendre la colle, il faut retirer l'ancien, installer le nouveau et on réassemble. C'est quand même assez fastidieux, mais semble-t-il que ça fait toute la différence. Alors, j'ai très, très hâte de voir ça. D'ici à ce qui démarre, je voulais quand même prendre le temps de parler, ne serait-ce de l'installation des LED, le travail de lumière que Stern a fait, qui est aussi extraordinaire, parce qu'ils ont non seulement mis des LED, mais ils ont mis aussi une programmation pour faire en sorte que les LED ont l'effet incandescent fade in, fade out. Alors, quand on installe des LED dans une machine des années 90, la LED est tellement sensible qu'elle va allumer puis fermer instantanément. Et Stern, quand ils ont décidé de mettre des LED, ils se sont arrangés pour qu'on retrouve l'effet incandescent, pour qu'il y ait vraiment une belle progression quand il y a l'attraction loop, que ce n'est pas un free-for-all de clignotement de lumière. Et en plus, ce que j'adore, c'est que certains des LED sont multicolores, donc ils vont changer de couleur dépendamment des modes dans lesquels vous êtes. Et ça fait en sorte que l'apprentissage de la machine est beaucoup plus rapide, à savoir quelle couleur est associée à quel mode et dans quelle progression on les fait. Alors ça, là, c'est vraiment super. Comme voyez-vous ici, les LED sont uniquement jaunes, uniquement rouges, vertes, mais tout ce qui est les shots qui représentent les différents modes, elles, sont multicolores. Après ça, il y a une critique que je voudrais faire sur la shot du Razor Crest ici, parce qu'on s'entend, c'est une game de Brian Eddy. Brian Eddy qui a fait Medieval Madness, entre autres, et Attack from Mars aime beaucoup le concept des bash toys en plein centre, la shot du centre. Et là, la shot du centre, c'est cette target-là qui se bascule de haut en bas. C'est pas la shot la plus satisfaisante. Le Razor Crest est super beau en passant. Hein. C'est, je pense, la première fois que je vois dans les premières fois que je vois une pinball où le modèle de plastique est vraiment hyper ultra bien détaillé, en plus avec les lumières dedans. Je pense que ça donne un petit coup d'enjambe dans la communauté des modeurs de vouloir en refaire un meilleur parce qu'il est dur à battre. Sauf que si vous voulez mon 2 cents là-dessus, ce que j'aurais préféré, plutôt qu'avoir un petit modèle avec une target en dessous, j'aurais aimé quelque chose à la style Space Shuttle. Trouver une manière de faire un plus gros Razor Crest avec la bille qui passe peut-être par l'intérieur ici. Voyez-vous, dans Space Shuttle, la bille, elle passe vraiment à l'intérieur du modèle. Alors, ça aurait été peut-être, selon moi, plus intéressant de faire un gros Razor Crest shot au centre. Mais bon, sinon, ça se passe quand même assez bien. Cette cible-là, elle a tendance un petit peu à rester en ballot comme ça, des fois à l'occasion. Il faudrait que je la révise, mais sinon, elle fonctionne quand même plutôt bien. Ça, c'est une des shots préférées que j'ai ici. L'espèce de loop, comme ça, qui ramène la bille parfois tellement rapidement sur le flipper de gauche, dépendamment de l'élan qu'on lui donne. Cette trempe-là aussi est très cool, mais quand même assez difficile à faire. Ces targets-là ne sont pas nécessairement les plus intéressantes. J'ai vu entre autres dans Deadpool qui font maintenant, c'est un des targets parce que c'est juste un morceau de caoutchouc à la verticale qui fait en sorte que les ouvertures peuvent être un peu plus grandes. Je serais peut-être allé avec un style de target comme ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être fait ça ici aussi. C'est un peu ennuyeux, les fameux posts noirs qu'on voit depuis belle lurette. Après ça, critique. Le bébé Yoda, quand la Mandalorian a été annoncée, j'espérais tellement un bébé Yoda articulé qui bougeait. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Eh bien non, c'est simplement une poupée mise dans le fond qui prend quand même beaucoup de place. Donc cette zone-là, entre autres, faire toutes les lettres de Child, c'est vraiment pas la zone de playfield la mieux optimisée dans une pinball. Je trouve que cette zone-là est un peu laissée à l'abandon. Peut-être que j'aurais mis un kick-out. C'est sûr que dans le modèle premium, il y a un aimant ici qui capture la bille, mais selon moi, c'est pas une feature qui rend le truc encore plus intéressant.
Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne. Mais sinon, il y a le verrouillage de la bille ici, quand on embarque en mode multiballe. Mais je pense que cette zone-là aurait gagné à avoir soit un diverter, une trappe qui renvoie la bille rapidement à travers les pop bumpers, tu sais, un loop de même. Mais en plus, ça, c'est vraiment, selon moi, l'économie de bout de chandelle la plus déprimante que Stern a fait. Les séparateurs de inlane, là, j'ai remarqué ça la première fois dans la machine à boules de Avengers. C'est tellement ennuyeux. Si on se rappelle les années 70 où c'était carrément un item décoratif important, les inlane là c'est vraiment l'affaire la plus ennuyante. Et il est parti. Le voilà. Ça a pris à peu près, comme je disais, 4-5 minutes. Il est tellement bruyant, là. C'est vraiment insupportable. Et j'en ai parlé à Marc et à Jeff qui ont des Stern, puis ils m'ont dit c'est la première chose qu'on fait aussi. Tout le monde se doit de faire ça sur une Stern. Et ça coûte quand même, je l'ai acheté sur Pinball Monk, et en canadien avec le shipping et taux de change et ainsi de suite, ça revient quand même à 40$ pour un petit ventilo qui doit en coûter 4. Alors je trouve ça vraiment dommage que Stern n'ait pas pris le temps de mettre un meilleur petit ventilo, mais bon, selon Marc, Georges Gomez aurait dit que c'est pour être sûr de subvenir à toutes les pires conditions de chaleur, que si la machine est sur le bord d'une fenêtre en Californie, puis que le soleil tape dessus à midi, que la machine reste cool. Je peux comprendre. Anyway, dans l'usage, même si je vais la mettre dans le bar, cette machine-là, je vais quand même la faire rouler sur cette fan-là. Voici l'intérieur du power supply avec la fameuse mode de colle à délicatement ouvrir de manière à être capable de retirer le câble du ventilo. Voilà, c'est fait. L'installation est excessivement rapide. Ça a le prix... ça prend juste un tournevis pour dévisser toutes les nombreuses petites vis, mais sinon, en tout 6-7 minutes peut-être l'installation du nouveau ventilo. Dans le manuel d'instruction de l'installation, ils disent de mettre entre autres un petit papier, un petit essuie-tout pour voir si vraiment l'air va être expulsé au moment où le fan va démarrer pour s'assurer que notre installation est correcte. Alors, je vais laisser rouler la machine quelques minutes pour voir justement si tout est beau. Mais sinon, je dirais que c'est vraiment une super machine. Je l'adore, je la joue énormément. Elle est très difficile. C'est vraiment pas évident de réussir les missions. En gros, la game se passe à travers le Razor Crest, les Encounters et les missions. Alors, il y a 5 missions à accomplir. Les missions se déclenchent par le scoop qui est ici. Le Razor Crest, c'est en shootant dans le Razor Crest qui est ici qu'on démarre un des 3 multiballes. Alors, il y a 3 multiballes Razor Crest. Les Encounters, c'est à travers la rampe qui va jusqu'en haut et se déroule dans le mini playfield en haut à droite. Et les missions, c'est ceux-là où il va y avoir différentes lumières à différents endroits qui vont s'allumer. Après ça, se rajoute un paquet d'autres modes, comme le fameux mode Hunter qu'il faut compléter pour être capable d'aller chercher du Beskar. Après ça, on peut aller dans la fonderie acheter différents features comme des x2 multiplicateurs sur certains targets ou allumer le heal ou ajouter du ball save. Vraiment intéressant. Après ça, il y a les Boba Fett ici qui viennent à augmenter les playfield multipliers. Il y a le Ambush qui est quand même cool. Il y a le Scope aussi. Franchement, c'est très nice. Là, on est rendu à la version 1.0, je pense, dans le code qu'il va falloir que j'installe, que je n'ai pas fait. C'est pas le dernier vidéo que je vais faire sur le Mandalorian. Dans les futures vidéos, il va y avoir du gameplay et il va y avoir l'installation du nouveau code au moment où je vais faire la vidéo. Mais vraiment pour terminer cette vidéo-là, parce que là je trouve qu'il s'étire quand même beaucoup, je trouve que c'est une super ultra belle progression sur ce que était Stern à l'époque où ce qu'il était Data East. La manufacture est quand même nice. Cet élément-là, il est quand même correct, c'est bizarre. Ce module-là, il est étrange. Je comprends que il est fait pour que la bille soit ralentie pour pas qu'elle tombe trop rapidement, mais ça fait en sorte que pour le modèle Pro, tu as une zone ici assez morte qui n'est pas du tout utilisée, qu'elle aussi, ça aurait pu être intéressant. Tu sais, quand je parlais tantôt que le Child, il y aurait eu moyen peut-être de faire un inner loop ici, avec un diverter, plutôt que de mettre 5 lettres là, pour faire absolument les lettres de Child. En tout cas, il y a clairement du real estate qui n'est pas exploité, je trouve, qui est mal exploité dans cette zone-là. Mais malgré tout, cet éventail de shots-là fait vraiment la job. C'est
hyper ultra 90s comme feeling. C'est très Brian Eddy et j'adore ça. Et les calls audio, les extraits vidéo, l'enchaînement des shots, le shaker motor, tout fonctionne très bien. Je conseille extrêmement fortement de vous procurer le shaker motor et le mettre dans la Pro. C'est surtout quand on fait exploser différents modules en mode scope, là. Oh là là, que ça brasse la baraque. Sur ce, merci beaucoup d'être à l'écoute. Et je vais essayer de mettre beaucoup plus de vidéos très bientôt. Désolé, je m'excuse encore de ne pas être aussi prolifique que j'ai pu l'être cet été. Vous comprenez pourquoi. Allez, à bientôt. Salut.